Bonjour à tous. Avez-vous déjà emprunté une route où l'atmosphère semblait différente, un lieu qui vous a donné un frisson inexplicable même en plein jour? Où l'on a le sentiment fugace que quelque chose n'est pas tout à fait normal, quelque chose d'intangible qui échappe à la raison? Si oui, je vous invite à partager ces moments dans les commentaires. Parce que l'histoire que je vais vous raconter concerne une route nationale, une portion d'asphalte comme tant d'autres en apparence, mais qui, depuis quelques années, est le théâtre d'un phénomène aussi déconcertant qu'effrayant. Des disparitions. Pas des accidents dont on retrouverait l'épave en contrebas ou les corps éjectés. Non. Des disparitions pures et simples. Des véhicules et leurs occupants qui s'évaporent sans laisser la moindre trace. C'est l'histoire de la nationale 1, une artère secondaire qui traverse une région plutôt isolée de notre pays, un coin de France où le temps semble parfois s'être arrêté. Cette portion, longue d'une vingtaine de kilomètres, relie le bourg de Saint-Pierre-les-Bois au hameau de la Croix-Blanche. Un itinéraire banal, emprunté quotidiennement par des locaux, des camions de livraison, quelques touristes égarés, jusqu'au début de l'année 2018, où les premiers signalements, timides et isolés, ont commencé à remonter aux oreilles des gendarmes locaux. Le premier cas officiellement consigné remonte au 14 mars 2018. Un certain monsieur Bernard Moulin, 62 ans, part de Saint-Pierre-les-Bois à 8h15 du matin, direction la Croix-Blanche où il doit rendre visite à sa sœur. Il conduit sa vieille Peugeot 206 verte, un modèle qu'il entretient avec soin. L'heure d'arrivée prévue est 8h45. À 11h, sa sœur, inquiète de ne pas le voir arriver et de ne pouvoir le joindre sur son téléphone portable, un modèle ancien, sans GPS, contacte la gendarmerie de Saint-Pierre. Le parcours de Bernard Moulin est simple, direct. Il n'y a pas d'autre route à prendre entre les deux points. Les gendarmes effectuent un premier trajet sur la nationale 20. Rien. Pas de voiture sur le bas-côté, pas de débris, pas de traces de freinage. Ils interrogent quelques riverains et partent le long de la route, mais personne n'a vu la Peugeot verte passer après 8h30 environ, heure à laquelle il aurait dû être approximativement à mi-chemin. Les recherches s'intensifient dans les jours qui suivent. Des équipes de gendarmes, des bénévoles locaux battent la campagne, inspectent les fossés, les champs adjacents, les petites routes forestières qui croisent la nationale. Un hélicoptère survole la zone à basse altitude pendant plusieurs heures. Rien. C'est comme si la voiture de Bernard Moulin s'était arrêtée juste avant cette portion de route ou, plus troublant encore, qu'elle n'avait jamais atteint la Croix-Blanche, s'étant dissoute quelque part sur ces 20 kilomètres maudits. L'enquête piétine. On explore toutes les pistes classiques. Accident avec sortie de route spectaculaire mais indétectable, peu probable sur ce type de terrain. Fugue. Bernard Moulin n'avait aucune raison de fuguer, une vie tranquille, pas de dette, pas de problèmes familiaux. Mauvaise rencontre, pas de signe de lutte, pas d'arrêt forcé. L'absence totale de traces matérielles est l'élément le plus déroutant. Une voiture de cette masse, même tombée dans un ravin, il n'y en a pas sur cette portion, laisserait forcément des traces. L'hypothèse d'un accident dans une étendue d'eau est écartée, la nationale Axis ne longeant aucune rivière ou lac profond sur ce tronçon. Les points d'eau présents dans les environs sont des étangs de petite taille, facilement inspectables et inspectés sans succès. La famille de Bernard Moulin est dévastée. L'affaire est classée quelques mois plus tard comme « disparition inquiétante », sans plus d'explications. L'écho médiatique est quasi nul, ce n'est qu'un fait divers local, malheureusement banal. Mais ce n'était que le début. Quelques mois plus tard, en fin d'année 2018, un second cas survient. Une jeune femme, Sarah Duval, 28 ans,
étudiante à l'université de la ville voisine, prend la nationale 15 pour rentrer chez ses parents à Saint-Pierre-les-Bois. Elle quitte son appartement en ville vers 17h le 10 décembre. Sa voiture, une Renault Clio rouge récente équipée d'un GPS et d'un système Bluetooth connecté à son téléphone, est suivie via son opérateur téléphonique jusqu'à l'entrée de la nationale Hanks. Après ce point, plus aucun signal, plus aucune connexion. Ses parents l'attendent, s'inquiètent et contactent les autorités dans la soirée. Le scénario se répète avec une froide symétrie. Des recherches immédiates sont lancées. La même portion de route est fouillée centimètre par centimètre. Les bords de route, les champs, les bois adjacents, les rares constructions isolées. L'hélicoptère revient sur zone, cette fois équipé de caméras thermiques, au cas où un corps serait dissimulé. Encore une fois, le vide. Pas de traces de la Clio rouge, pas de téléphone, pas de Sarah. Son compte en banque n'est pas touché. Son téléphone n'émet plus, comme s'il avait été éteint ou détruit à l'instant de la disparition. Les données GPS s'arrêtent net à l'entrée de la nationale Hanks. Le silence des deux affaires, distantes de plusieurs mois, commence à intriguer, même si aucun lien formel n'est établi dans un premier temps. On parle de coïncidences malheureuses, mais les gendarmes locaux, qui ont géré les deux dossiers, ne sont pas à l'aise. 2 disparitions inexpliquées sur la même portion de route en moins d'1 an, sans la moindre preuve d'un accident ou d'une activité criminelle, c'est statistique étrange. Ils commencent à échanger entre eux, à comparer les notes. Les profils des disparus sont différents. Un homme âgé, une jeune femme. Les véhicules différents. Les heures de passage différentes, matin et fin d'après-midi. Le seul point commun est cette portion de National Wins. L'information remonte à l'échelon supérieur, à la compagnie de gendarmerie départementale. Les dossiers sont réexaminés, les rapports de recherche relus en détail. On envoie de nouvelles équipes sur le terrain, des spécialistes du PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, formés aux recherches en terrain difficile, même si la zone n'est pas montagneuse, et des techniciens de l'identification criminelle pour passer au peigne fin les abords de la route à la recherche du moindre indice oublié. Des chiens pisteurs sont déployés, mais ils ne détectent aucune trace significative au-delà d'un certain point sur la route. On établit une cartographie précise des 2 points où les véhicules ont été vus ou suivis pour la dernière fois. Pour Bernard Moulin, c'est son heure de départ qui permet d'estimer sa position approximative sur la route. Pour Sarah Duval, c'est le point précis où le signal GPS de son téléphone s'est coupé. Curieusement, ces 2 points se situent dans la première moitié de la portion maudite, à quelques kilomètres l'un de l'autre. Mais l'enquête continue de buter sur l'absence d'éléments matériels. C'est le vide absolu. Pas de morceaux de pare-choc, pas de verre brisé, pas de taches de sang, pas de traces de pneus dérapants. Les fossés ont été explorés à la main, les talus examinés. On a même envisagé l'hypothèse d'un enlèvement ultra rapide et efficace. Mais comment faire disparaître une voiture en quelques minutes, en plein jour ou en fin d'après-midi, sans témoin et sans laisser la moindre trace? Un hélicoptère ou un camion avec une remorque spéciale? Peu probable, extrêmement risqué, et là encore, difficile à imaginer sans le moindre indice. La rumeur commence à se répandre dans les villages alentours. Les habitants parlent de « la route qui mange les voitures ». On déconseille de l'emprunter, surtout seul ou la nuit. Le commerce local commence à souffrir, les gens préférant faire un détour de plusieurs dizaines de kilomètres par d'autres routes nationales ou départementales. La peur s'installe insidieusement. Les gendarmes tentent de rassurer, parlent de coïncidences et d'enquêtes en cours, mais en interne, l'incompréhension grandit. Les hypothèses les plus rationnelles
sont tombées les unes après les autres. Reste l'inexpliqué. Certains officiers, pourtant aguerris, commencent à évoquer des possibilités qui sortent du cadre habituel de la criminalité ou des accidents de la route. Des idées qui effleurent le surnaturel, même si personne n'ose les formuler à voix haute dans les rapports officiels. Un géologue est même consulté pour savoir si la zone présente des particularités souterraines, des cavités, des failles qui pourraient expliquer l'engloutissement d'une voiture, mais son rapport est négatif. Le sous-sol est stable, composé de calcaire et de marne, sans cavité majeure connue. Les données sismiques locales ne révèlent rien d'anormal. On examine également les données météorologiques des jours de disparition. Conditions normales, pas de tempête soudaine, pas de phénomène venteux exceptionnel. Les rapports d'entretien de la route sont vérifiés. La chaussée est en bon état, aucun travaux majeurs en cours au moment des faits, pas de signalement de nid de poules géants ou d'affaissement. L'enquête piétinant et la pression montant légèrement au niveau local, la décision est prise de faire appel à des services d'enquête plus spécialisés, potentiellement la section de recherche de la gendarmerie ou même un service de police judiciaire au niveau régional, bien que la gendarmerie reste l'autorité principale en zone rurale. C'est l'adjudant-chef Dubois, un enquêteur expérimenté mais un peu désabusé par les méandres administratifs, qui est officiellement mis en charge de la coordination des investigations au niveau départemental. Il relie formellement les deux dossiers, qualifiés désormais de « disparitions multiples et inexpliquées sur la RN KISS ». Son premier travail consiste à compiler toutes les informations disponibles, aussi minces soient-elles. Il fait refaire des survols de la zone avec des technologies plus avancées. LIDAR pour cartographier le terrain en 3D et détecter d'éventuels changements, drones équipés de caméras haute résolution et de capteurs thermiques à multispectraux. Les résultats sont toujours les mêmes. La route, ses bas-côtés, les champs adjacents, les bois. Rien. Aucune anomalie visible, aucune structure cachée, aucune variation de température qui pourrait indiquer une masse métallique enfouie. Le lidar ne révèle aucune dépression ou affaissement du sol significatif le long du tracé de la route. L'adjudant-chef Dubois est un homme de terrain, pragmatique. L'idée de phénomènes inexplicables l'agace, mais il est confronté à une absence de preuves qui rend toute hypothèse rationnelle difficile à soutenir. Il se penche alors sur les témoignages, même les plus marginaux ou potentiellement peu fiables. C'est là qu'apparaît le cas de M. Robert Martin, un agriculteur retraité dont la ferme jouxte la nationale Vynx, à environ 8 km de Saint-Pierre-les-Bois. Quelques jours après la disparition de Sarah Duval, il s'était présenté à la gendarmerie pour raconter un événement étrange survenu le jour de sa disparition. Robert Martin expliqua qu'il était dans son champ, près de la route, en fin d'après-midi. Il a vu une voiture rouge, il n'était pas sûr du modèle, mais la couleur correspondait, rouler normalement sur la nationale AS. Rien d'anormal. Mais quelques instants plus tard, alors qu'il regardait toujours dans cette direction, il a eu une sensation très étrange. Il décrit un flottement dans l'air, comme si la lumière se déformait légèrement, très brièvement, sur un point précis de la route, à environ 200 mètres de lui. Il n'a entendu aucun bruit particulier, pas de choc, pas de crissement de pneus. Juste cette distorsion visuelle fugace. Il a cligné des yeux, et quand il a regardé à nouveau, la voiture rouge n'était plus là. Il pensait d'abord qu'elle était simplement passée, mais le point où il l'avait vue pour la dernière fois était en ligne droite, sans virage ni obstacle visuel sur plusieurs centaines de mètres. La voiture n'avait pas pu s'arrêter, tourner ou accélérer au-delà de son champ de vision en une fraction de seconde,
Il a mis cela sur le compte de la fatigue ou d'une illusion d'optique due à la lumière rasante du soleil déclinant. Ce n'est qu'en apprenant la disparition de la jeune femme et de sa voiture rouge qu'il a fait le lien et décidé de témoigner, hésitant car il se sentait ridicule. L'adjudant-chef Dubois prend ce témoignage avec prudence. Robert Martin est un homme respecté dans la communauté, pas connu pour inventer des histoires. Sa description du flottement est vague mais intrigante. Est-ce lié? Une simple coïncidence de timing, un phénomène optique ou atmosphérique rare qui aurait masqué un accident? L'enquêteur fait vérifier les conditions atmosphériques précises à cet endroit et à cette heure, le jour de la disparition. Rien d'anormal n'est signalé par Météo France pour cette zone. Pas de brume, pas de phénomène optique connu type mirage. Le point indiqué par Robert Martin se situe précisément sur la portion de route où le signal GPS de Sarah Duval a été perdu. C'est un élément troublant. Dubois fait installer des caméras de surveillance discrètes le long de la nationale Axix, ciblant particulièrement cette zone et celle estimée de la disparition de Bernard Moulin. Ces caméras enregistrent le trafic en continu, de jour comme de nuit. L'espoir est mince, mais il faut tenter quelque chose de nouveau. Les semaines passent, les caméras filment des centaines de véhicules circulant normalement. Pas de flottement, pas de distorsion, pas de disparition. L'adjudant-chef Dubois examine les images enregistrées jour après jour, cherchant la moindre anomalie. Parallèlement, l'affaire commence à attirer l'attention de la presse régionale, puis nationale. La route des disparus devient un sujet de reportage. La peur locale se transforme en curiosité morbide à l'extérieur. Des curieux viennent photographier la route, des théoriciens du complot publient leurs idées sur Internet, parlant de bases militaires secrètes, d'ovnis, de vortex temporels. Ces spéculations médiatiques et en ligne exaspèrent l'adjudant-chef Dubois et son équipe. Il s'efforce de rester concentré sur les faits et les hypothèses rationnelles. Il revisite les données géologiques, cherchant des particularités que le premier rapport aurait pu ignorer. Il consulte des spécialistes en phénomènes géophysiques, en électromagnétisme. L'idée est d'explorer si une anomalie naturelle pourrait être à l'origine de ces disparitions, quelque chose qui, bien que rare, ne relèverait pas du fantastique. On évoque la possibilité de champs magnétiques locaux extrêmement puissants et fluctuants, capables de perturber les systèmes électroniques des véhicules, GPS, calculateur moteur, et peut-être d'affecter les conducteurs, provoquant une désorientation ou un évanouissement. Mais aucune source d'un tel champ n'est identifiée dans la zone. Pas de gisement minéral rare, pas de ligne à haute tension enfouie, pas de structure métallique gigantesque inconnue. On étudie aussi l'hydrogéologie locale, au cas où des courants souterrains rapides dans des cavités non détectées pourraient emporter des débris. Mais l'absence de point d'entrée visible rend cette hypothèse bancale. Pendant ce temps, les caméras de surveillance continuent de tourner. Des centaines d'heures d'enregistrement sont visionnées. Et puis, le 12 avril 2019, l'impensable se produit à nouveau. Les caméras filment le trafic. Vers 10h30, un monospace gris, une famille à bord, un couple avec 2 jeunes enfants, d'après les informations recueillies plus tard, entre sur la portion surveillée en provenance de Saint-Pierre-les-Bois. Le véhicule roule à une vitesse normale, environ 80 km/h. Sur les images, rien d'anormal. Les arbres sur les bords de route, les champs, le ciel, tout est ordinaire. La voiture atteint le point, identifié par Robert Martin, et recoupé avec le signal GPS de Sarah Duval, où la précédente disparition a eu lieu. Et là,
Sur les images de la caméra principale pointant sur ce tronçon, on observe une brève perturbation. Pas une distorsion de l'air comme l'a décrite le fermier, mais plutôt comme si l'image elle-même sautait ou scintillait très rapidement, l'équivalent d'un millième de seconde. Pas plus. C'est à peine perceptible à vitesse réelle. L'équipe visionnant les images doit les repasser au ralenti, image par image, pour l'identifier clairement. Et après ce scintillement, le monospace gris n'est plus là. Il ne s'est pas arrêté, n'a pas ralenti. Il était là, puis il n'y était plus. L'enregistrement vidéo est intact avant et après cet instant minuscule. Pas d'artefact numérique apparent qui expliquerait l'absence de la voiture. Les images suivantes montrent la route vide, le trafic reprenant normalement derrière. L'équipe de l'adjudant-chef Dubois est sous le choc. Ils ont filmé une disparition en direct. Les parents des enfants, Monsieur et Madame Lefebvre, avaient signalé leur disparition quelques heures plus tard, ne les voyant pas arriver chez des amis dans le village voisin. Leur itinéraire confirmé les menait précisément par la nationale Vince. Leurs téléphones portables, 2 smartphones récents, ont cessé d'émettre au moment précis du scintillement filmé par la caméra. Les données de trafic enregistrées par les capteurs routiers, situés quelques kilomètres avant et après la zone, montrent que le monospace Lefebvre est bien entré sur la portion maudite, mais n'en est jamais ressorti. C'est la 3e disparition confirmée et la première documentée visuellement, bien que l'image ne révèle rien de concret sur la cause. C'est un fait d'une froide brutalité. Une voiture, avec une famille à l'intérieur, s'est littéralement effacée de la route en une fraction de seconde. La vidéo, bien que peu claire sur comment la voiture a disparu, est une preuve irréfutable que quelque chose d'extraordinaire se produit sur cette route. L'adjudant-chef Dubois fait immédiatement sécuriser la zone. La nationale XIX est fermée à la circulation sur le tronçon concerné, officiellement pour travaux d'inspection et de maintenance approfondie. En réalité, une opération d'une ampleur inédite est lancée. Des équipes de recherche spécialisées, comprenant des experts en géophysique, en électronique, des spéléologues, au cas où les géologues auraient raté quelque chose, et même des ingénieurs en structure et matériaux sont dépêchés sur place. Le but est d'analyser le moindre centimètre carré de la route et de ses abords. On déploie des radars de sol, GPR, des magnétomètres, des détecteurs de métaux de haute précision. La chaussée et ses forêts à plusieurs endroits pour prélever des échantillons de sol et d'asphalte. Les bas-côtés sont fouillés méthodiquement. On utilise des caméras endoscopiques pour explorer d'éventuelles cavités souterraines depuis la surface. Des capteurs sismiques passifs sont installés pour écouter les mouvements du sous-sol. L'idée est de trouver la moindre anomalie physique, une concentration de masse inhabituelle, un champ magnétique localisé et intense, une cavité cachée, une composition de sol étrange. Les recherches durent des semaines. Les experts travaillent sous la pression des autorités supérieures et de l'opinion publique, maintenant très attentive. Le silence des familles des victimes est assourdissant. Les médias campent à l'entrée de la zone interdite, spéculant sans fin. Pendant ce temps, l'analyse des données s'accumule. Les foreuses ne révèlent pas de vide sous la chaussée. Les échantillons de sol et d'asphalte sont normaux pour la région. Les magnétomètres ne détectent aucune source magnétique puissante et localisée. Le GPR ne montre pas de structure souterraine anormale directement sous la route. Les capteurs sismiques ne révèlent pas d'activité sismique locale expliquant un effondrement. C'est toujours le même constat frustrant, un vide d'explication matérielle. La seule anomalie détectée
et encore, elle est sujette à interprétation, provient de l'analyse des données électromagnétiques. Une légère fluctuation, très localisée dans le temps et l'espace, semble coïncider avec l'instant précis de la disparition filmée. C'est une variation très faible, de l'ordre du microtesla, mais inhabituelle pour l'environnement. Est-ce un effet ou une cause de la disparition? Les experts ne peuvent pas le dire. Aucune source connue ne pourrait produire une telle fluctuation, même minime, de façon aussi ponctuelle. Parallèlement à l'analyse scientifique, l'adjudant-chef Dubois et son équipe continuent d'explorer les pistes humaines, aussi minces soient-elles. Qui aurait intérêt à faire disparaître des gens et leurs voitures sans laisser de traces? Une organisation criminelle? Pour quelle mobile? Les victimes n'avaient, semble-t-il, aucun lien entre elles, des profils très différents. Pas de rançon demandée, pas de message. Un tueur en série qui se débarrasserait des corps de manière ultra sophistiquée? Possible. Mais l'absence de corps, même fragmentée, et surtout l'absence des voitures, rend cette théorie presque invraisemblable. Faire disparaître une voiture sans laisser de traces est une prouesse logistique immense, impossible à réaliser en quelques secondes, sans équipement lourd et des complices nombreux et très organisés. Et le faire à 3 reprises, sans le moindre échec, c'est de l'ordre du fantasme criminel. L'équipe se penche aussi sur l'histoire locale. Y a-t-il des légendes, des récits anciens liés à cette portion de terre? Des événements historiques particuliers? Les archives locales sont consultées, les anciens du village interrogés. On trouve des histoires de contrebandiers, de brigands, mais rien qui explique des disparitions instantanées de véhicules. Il y a bien quelques récits de feux follets ou d'étranges lumières dans la région, mais rien de plus. Les mois passent. La nationale Heinz reste fermée. Les équipes scientifiques finissent par quitter les lieux, leur rapport concluant à l'absence d'anomalies physiques majeures expliquant les disparitions. La légère fluctuation électromagnétique reste un mystère, mais elle n'est pas suffisante pour étayer une théorie. Les gendarmes se retrouvent à nouveau dans une impasse, mais cette fois avec des dossiers bien plus lourds et l'attention nationale. L'enquête est officiellement confiée à la section de recherche de la gendarmerie, une unité spécialisée dans les affaires complexes. L'adjudant-chef Dubois est intégré à cette équipe, apportant sa connaissance intime du terrain et des premières investigations. Ils reprennent tout depuis le début. L'analyse des données de téléphonie mobile est poussée à l'extrême, mais les téléphones des victimes cessent d'émettre au même moment, au même endroit, à chaque fois. Aucune connexion à des antennes relais lointaines, aucune activité data, aucun SMS envoyé ou reçu après ce point. C'est comme si les appareils avaient été instantanément détruits ou isolés de toute connexion réseau. On tente de récupérer des données des boîtiers électroniques des véhicules disparus. Mais sans les véhicules, c'est impossible. L'idée d'un phénomène électromagnétique puissant, mais ultra localisé et bref, revient sur le tapis. Quelque chose qui désactiverait les systèmes électroniques des voitures et les téléphones, et qui, d'une manière ou d'une autre, serait lié à la disparition physique des véhicules et des occupants. Mais quelle pourrait être la source d'une telle énergie? Une arme secrète? Un phénomène naturel inconnu? Les experts militaires sont consultés, mais ils nient l'existence d'une technologie capable de tels effets et pouvant être déployée discrètement dans la nature. L'hypothèse d'un enlèvement de masse organisé de manière quasi-industrielle est réexaminée, mais elle se heurte toujours au même problème. La logistique pour faire disparaître 3 voitures et leurs passagers en plein jour ou en fin de journée, sans laisser de traces, est tout simplement colossale et invraisemblable. Aucune organisation connue n'a de telles capacités, et encore moins
de mobile évident dans ses affaires. L'équipe de la section de recherche se retrouve face au même mur d'incompréhension que leurs collègues locaux. Les hypothèses les plus rationnelles sont réfutées par l'absence de preuves et les hypothèses moins rationnelles manquent cruellement d'éléments pour les étayer. La vidéo de la disparition du monospace Lefebvre est leur seule preuve, mais elle ne fait que documenter le mystère. Elle ne l'explique pas. On analyse la vidéo encore et encore. Le scintillement est-il un artefact de la caméra dû à une perturbation électromagnétique? Ou est-ce le phénomène lui-même qui est visible à l'image? Les experts en traitement d'image sont formels. Ce n'est pas un bug standard de la caméra. C'est quelque chose qui s'est produit dans le champ de vision de la caméra au moment précis. L'équipe décide d'installer de nouvelles caméras, de meilleure qualité, et enregistrant à une fréquence d'image beaucoup plus élevée, autour du point de disparition identifié. L'espoir est d'enregistrer un éventuel nouvel événement avec plus de détails. La nationale Anx reste fermée. La vie dans les villages alentours s'est adaptée. Les habitants évitent la route, le tourisme s'est effondré. La peur a cédé la place à une sorte de résignation anxieuse. L'affaire devient un cas d'école dans les cercles d'enquêteurs, un exemple de cold case d'un genre nouveau, où ce n'est pas l'absence d'indices au départ qui pose problème, mais l'absence continue et totale d'indices malgré des recherches poussées. Les familles des victimes organisent des marches silencieuses, réclament des réponses, mais les autorités n'en ont pas. La frustration est palpable à tous les niveaux. Comment expliquer à des familles que leurs proches, avec leur voiture, se sont volatilisés sur une route sans que l'État, avec tous ses moyens, ne puisse fournir la moindre explication, la moindre piste? La pression publique et politique augmente. Une commission d'enquête parlementaire est même envisagée pour faire la lumière sur cette affaire hors norme. Les gendarmes, eux, continuent leur travail de fourmi, réexaminant chaque témoignage, chaque donnée, chaque hypothèse écartée. Ils se penchent à nouveau sur le cas de Bernard Moulin. Son témoignage du flottement est peut-être plus pertinent qu'on ne le pensait. S'il a vu une distorsion visuelle, cela pourrait suggérer une altération de l'espace ou de la lumière. L'équipe contacte des physiciens, des spécialistes en optique. Pourrait-il exister un phénomène naturel, même extrêmement rare, capable de générer de telles distorsions et qui serait lié à la disparition de matière? Les théories les plus complexes et les plus pointues sont abordées, de la physique quantique aux propriétés des champs gravitationnels extrêmes, mais aucune n'offre un modèle cohérent qui pourrait se produire spontanément sur une route de campagne. C'est l'absence de corrélation avec un événement déclencheur connu, séisme, orage magnétique, activité solaire intense, qui rend la situation si inexplicable. L'équipe commence à documenter toutes les anomalies signalées, aussi minimes ou invérifiables soient-elles. Des habitants ont signalé des dysfonctionnements électroniques temporaires en passant sur cette route avant sa fermeture. GPS perdant le signal, autoradio qui grésille, moteur qui hoquette brièvement. D'autres ont ressenti un malaise fugace, une sensation de désorientation ou de nausée. Ces témoignages sont difficiles à objectiver et pourraient être dus à la peur qui s'est installée, mais leur récurrence intrigue. L'équipe de la section de recherche installe une station de mesure environnementale sophistiquée près du point de disparition. Cette station enregistre en continu une multitude de paramètres. Champ magnétique terrestre, activité électromagnétique ambiante sur différentes fréquences, données sismiques, température, pression atmosphérique, humidité, niveau de radioactivité, même la composition chimique de l'air. L'objectif est d'être présent et d'enregistrer le moindre paramètre inhabituel si un nouvel événement devait se produire.
Parallèlement, l'analyse forensique de la vidéo du monospace Lefebvre continue d'être l'objet de toutes les attentions. Des laboratoires spécialisés, y compris à l'étranger, sont sollicités pour analyser l'image du scintillement. La conclusion est constante. Ce n'est pas un défaut de la bande magnétique ou du capteur numérique. C'est une information visuelle enregistrée par la caméra. Mais que représente-t-elle? Une altération très brève et très localisée de la lumière? Un artefact lié au phénomène de disparition lui-même? Sans autre événement similaire filmé sous différents angles et avec différents équipements, il est impossible de tirer une conclusion ferme. L'enquêteur en chef, le commandant Valois, un homme d'une 50aine d'années aux tempes grisonnantes, résume la situation lors d'une réunion. Nous avons une route, 3 disparitions confirmées, une vidéo d'un événement inexpliqué et absolument aucune preuve matérielle de ce qui s'est passé. Aucune piste criminelle solide, aucune explication scientifique évidente. C'est comme si un morceau de la réalité s'était plié et avait fait disparaître ces voitures et ces gens. Les mots sont forts, mais ils reflètent le désarroi de l'équipe. L'affaire de la RNXX est en train de devenir un symbole de l'incapacité des méthodes d'enquête conventionnelles face à un phénomène d'une nature radicalement différente. Le cas de la Nationale 1 commence à faire l'objet d'articles dans des revues scientifiques spécialisées, non pas pour apporter des solutions, mais pour documenter le mystère du point de vue des investigations et des analyses techniques qui n'ont rien donné. C'est un cas d'étude sur l'absence d'indices. Des physiciens se penchent sur l'énigmatique fluctuation électromagnétique. Les données de la station de mesure installée sur place sont scrutées en permanence. Pour l'instant, aucune autre fluctuation significative n'a été enregistrée. La route reste fermée. Les barrières de sécurité, les panneaux « route barrée », les déviations, tout est toujours en place. Des patrouilles de gendarmerie effectuent des rondes régulières pour empêcher les curieux ou les casse-coups d'emprunter le tronçon interdit. Malgré tout, l'atmosphère autour de cette portion de route reste pesante. Les habitants des villages voisins évitent d'en parler ouvertement, comme si nommer le phénomène pouvait l'attirer. Les enfants n'osent plus s'en approcher pour jouer. Le silence est lourd le long de l'asphalte vide. Les nouvelles caméras enregistrent le passage des oiseaux, des animaux sauvages, les changements de lumière, mais rien d'autre. Aucune autre disparition n'a été signalée sur ce tronçon depuis le 12 avril 2019. Cette accalmie est-elle temporaire? Le phénomène s'est-il déplacé? S'est-il arrêté? Personne ne le sait. L'équipe d'enquête travaille toujours sur le dossier, mais les efforts se concentrent désormais sur la documentation et l'analyse de toutes les données enregistrées, même les plus infimes variations environnementales. On cherche des corrélations, des motifs qui auraient pu échapper à l'analyse initiale. Y a-t-il un cycle dans les événements, un lien avec des paramètres cosmiques? Que sais-je? La position des planètes, l'activité solaire lointaine, des idées qui, quelques années auparavant, auraient été balayées d'un revers de main par des enquêteurs rationnels, sont désormais examinées avec un sérieux teinté de désespoir. On contacte des astronomes, des climatologues, des géophysiciens du monde entier, leur soumettant les données collectées, espérant qu'un regard neuf, une autre expertise, puisse percevoir quelque chose que les équipes locales auraient manqué. Les réponses sont polies, intéressées, mais invariablement négatives. Personne ne trouve de modèle connu qui colle aux faits. L'enquête se transforme en une quête de compréhension d'un phénomène inconnu, plutôt qu'en une investigation criminelle classique. Le commandant Valois et l'adjudant-chef Dubois passent des heures à revoir les rapports, les témoignages, les images. Ils se sentent responsables
frustrés de ne pas pouvoir apporter de réponse aux familles. Les dossiers des disparus restent ouverts, mais l'espoir de les retrouver s'amenuise chaque jour un peu plus. L'hypothèse de leur mort est la seule plausible, mais la manière dont cette mort est survenue reste un mystère total. Ont-ils subi un choc violent? Ont-ils été désintégrés, transportés ailleurs? Les questions se bousculent sans réponse. La seule certitude est que sur cette portion de la nationale Vince, à des moments apparemment aléatoires, des véhicules et leurs occupants peuvent cesser d'exister dans notre réalité perceptible sans laisser le moindre indice matériel de leur sort. La situation actuelle concernant la nationale Kex est celle d'un statu quo teinté d'incertitude. La route reste fermée, symbolisant l'incapacité à comprendre et maîtriser le phénomène. La zone est sous surveillance constante par la station de mesure environnementale et les caméras haute fréquence, dans l'espoir ténu de capter un nouvel événement avec plus de détails, si tant est qu'il se reproduise. L'enquête est toujours active sur le papier, mais elle est devenue essentiellement un travail de recherche fondamentale et d'analyse de données passées, faute de nouveaux éléments concrets. Les 3 dossiers de disparition, celui de Bernard Moulin, de Sarah Duval et de la famille Lefebvre, sont toujours ouverts et consultables, mais aucun progrès significatif n'a été réalisé depuis la mise en place de la surveillance accrue et la réanalyse des données. Les familles des disparus continuent de vivre dans l'angoisse et le deuil, sans corps à inhumer, sans certitude sur ce qui est arrivé à leurs proches. Elles se sont regroupées en associations, cherchant à maintenir la pression sur les autorités pour que les recherches ne s'arrêtent pas, mais les gendarmes, bien que compréhensifs, ne peuvent offrir que l'assurance que le dossier n'est pas clos, sans pouvoir promettre une résolution prochaine. Les théories les plus diverses continuent de circuler, alimentées par l'absence d'explications officielles crédibles. Des conversations en ligne, aux débats plus feutrés dans les milieux scientifiques marginaux, on évoque des portails dimensionnels, des micro-trous noirs, des effets de champ gravitationnels exotiques ou encore des technologies militaires secrètes échappées de tout contrôle. Aucune de ces hypothèses n'est basée sur des preuves solides, mais elles témoignent du besoin humain de trouver une explication, même la plus invraisemblable, face à l'inexplicable. La commission d'enquête parlementaire n'a finalement pas été formée, l'État préférant gérer l'affaire discrètement pour éviter une panique générale ou une exploitation politique du mystère. Seuls quelques rares articles dans la presse scientifique ou des reportages d'enquête sérieux reviennent périodiquement sur le sujet, soulignant l'énigme et l'absence de pistes. Le tronçon de la nationale Vince est devenu une sorte de zone tampon, un lieu d'étude passif pour les scientifiques et les enquêteurs, et un lieu de peur et de fascination pour le grand public. L'adjudant-chef Dubois, toujours impliqué dans le dossier au sein de la section de recherche, a changé. Le mystère l'a usé. Il a vu trop de théories échouer, trop d'espoirs déçus. Il continue de travailler, mais avec une sorte de fatalisme. Parfois, il se rend près de la zone interdite, regarde cette route vide sous le soleil ou la pluie et se demande comment une simple bande d'asphalte peut contenir un secret aussi profond, aussi insondable, qui résiste à toutes les tentatives humaines de le percer. L'histoire de la nationale Vince, la route où les voitures disparaissent, n'est pas terminée, mais elle semble figée dans une attente, une sorte de limbe où la réalité a momentanément suspendu ses lois les plus fondamentales. Et la question demeure, accident ou dissimulation? Mais si c'est une dissimulation, par qui, comment et dans quel but? Et si c'est un accident, quelle force naturelle ou artificielle a pu produire un tel effet? Pour l'instant, la route garde ses secrets,
et le silence des disparus pèse lourdement sur le paysage. L'enquête continue, mais avec une portée et des méthodes qui s'éloignent de plus en plus de la procédure policière standard. Les chercheurs se concentrent désormais sur l'analyse de données à long terme, cherchant d'éventuelles corrélations cycliques ou des précurseurs indétectables des événements. La station de mesure environnementale a été complétée par d'autres capteurs, y compris des instruments de détection des rayonnements ionisants et des analyses de la composition isotopique de l'air et du sol, à la recherche d'anomalies subtiles qui pourraient suggérer l'intervention d'un processus physique exotique. Une collaboration discrète a été établie avec des centres de recherche universitaires spécialisés en physique des particules, en cosmologie et en géophysique de pointe. Des scientifiques qui, dans un autre contexte, n'auraient jamais été impliqués dans une affaire de disparition routière, se penchent désormais sur les données brutes de la RN-XX, intrigués par l'absence totale d'explications conventionnelles. L'idée n'est plus de retrouver les victimes ou de comprendre un acte criminel, mais de percer le mystère d'un phénomène inconnu qui pourrait potentiellement avoir des implications bien au-delà de cette route de campagne. Les hypothèses sur la nature de ce phénomène sont devenues de plus en plus spéculatives, tout en restant ancrées, autant que possible, dans les lois de la physique. On évoque des singularités spatiales ou spatio-temporelles transitoires, des perturbations induites par des énergies inconnues ou des interactions avec des dimensions supplémentaires. Ces théories restent hautement spéculatives et ne sont soutenues par aucune preuve directe, mais elles reflètent l'incapacité des modèles existants à expliquer les faits. Sur le terrain, malgré la fermeture officielle, la Nationale XX attire toujours. Des groupes de curieux contournent les barrières, poussés par la fascination ou par la conviction qu'ils pourraient être les témoins d'un nouvel événement, voire le filmer. La gendarmerie locale doit régulièrement intervenir pour les éloigner. Cette fascination populaire se mêle à la peur des habitants, créant une atmosphère particulière autour de ce lieu. Les rares fois où un véhicule de maintenance ou une patrouille autorisée pénètre sur le tronçon interdit, un sentiment de malaise est souvent rapporté par les personnes à bord. Une sensation d'oppression, un silence inhabituel de la nature, parfois des bruits faibles et inexpliqués, ou des odeurs fugaces qui ne correspondent à rien de connu. Ces témoignages sont subjectifs et pourraient être influencés par la réputation de la route, mais ils s'ajoutent à la liste des anomalies non expliquées. Le commandant Valois a récemment déclaré, lors d'une rare interview accordée à un média spécialisé dans les affaires non résolues, que l'enquête sur la RN-XX est désormais traitée non pas comme une affaire criminelle ou un accident, mais comme un cas de physique non identifié. Cette nouvelle classification, bien que non officielle, illustre le changement de paradigme dans l'approche des enquêteurs. Ils sont devenus, malgré eux, les premiers répondants face à un phénomène qui échappe aux catégories établies. L'histoire de la Nationale XX est devenue une énigme contemporaine, un rappel que même à l'ère de la surveillance généralisée et de la compréhension scientifique avancée, des mystères fondamentaux peuvent encore se manifester, nous laissant démunis et pleins de questions. Le quotidien sur la Nationale XX est devenu un mélange de surveillance scientifique passive et de maintenance minimale. La station de mesure enregistre des téraoctets de données environnementales chaque année, analysées ensuite par des équipes pluridisciplinaires. Les caméras enregistrent des heures de vide. Les gendarmes font leur ronde. Les herbes poussent sur les bas-côtés de la route fermée. Les panneaux de déviation vieillissent au soleil. Le silence est devenu la norme sur ce tronçon autrefois emprunté par des centaines de véhicules chaque jour. Les familles des disparus continuent leur commémoration annuelle, se rassemblant près des barrières qui bloquent l'accès à la route, affichant les photos de leurs proches, demandant justice, ou au moins
des réponses. Leur douleur est un rappel constant de l'enjeu humain derrière cette énigme scientifique. Pour l'adjudant-chef Dubois, qui a suivi l'affaire depuis le premier jour, c'est devenu une partie de sa vie. Il ne s'attend plus à une résolution rapide ou conventionnelle. Il espère simplement qu'un jour, les données collectées révéleront un schéma, un indice qui permettra de faire avancer la compréhension. Il a lu tous les rapports, écouté tous les témoignages, regardé la vidéo du monospace des centaines de fois, cherchant le détail infime qui aurait échappé à tous. Parfois, il se surprend à penser à ce que ces disparus ont pu vivre dans les instants précédant leur évaporation. Ont-ils eu peur? Ont-ils compris ce qui leur arrivait? La pensée est insupportable. Le mystère de la nationale Pince a un impact profond sur la petite communauté locale et sur la vie des enquêteurs qui y sont consacrés. Ils remettent en question les certitudes, ils poussent à la limite les cadres de pensée habituels. La route elle-même semble s'être transformée, passant de simple infrastructure de transport à un lieu chargé de mystère et de peur. Son nom est devenu synonyme de l'inexpliqué. Les nouvelles générations, qui grandissent avec l'histoire de la route des disparus, la voient comme un lieu maudit, un avertissement que le monde recèle des secrets que même la science la plus avancée ne peut percer. L'affaire de la nationale Lynx est loin d'être résolue. Elle est un cas d'étude en perpétuelle évolution, un défi lancé à notre compréhension de la réalité. Et tant qu'un nouvel événement ne se produira pas, ou qu'une percée majeure ne sera pas réalisée dans l'analyse des données existantes, elle restera l'énigme de la route où les voitures disparaissent, laissant derrière elle un vide aussi dense que l'absence de toute trace. La question initiale reste suspendue dans l'air, lourde de toutes les tentatives infructueuses d'y répondre. Accident ou dissimulation? L'état actuel de l'enquête sur la nationale Lynx peut se résumer à une veille scientifique et opérationnelle. La zone demeure sous strict contrôle, même si, avec le temps, la surveillance active a cédé la place à une surveillance passive et à des rondes régulières. L'équipe dédiée au dossier, bien que réduite, continue d'analyser les données collectées par la station environnementale et les caméras haute résolution. De temps à autre, de nouvelles technologies d'analyse sont appliquées aux données existantes, souvent développées dans le cadre de recherches fondamentales sans lien direct avec cette affaire. On explore par exemple des algorithmes d'apprentissage automatique pour détecter des motifs subtils dans les paramètres enregistrés qui pourraient échapper à l'analyse humaine. Ces efforts n'ont, pour l'instant, rien donné de concluant. Le phénomène semble soit s'être arrêté, soit être tellement rare et aléatoire qu'il échappe à la détection même avec les moyens déployés. L'hypothèse d'une intervention extérieure très sophistiquée, qu'elle soit humaine ou d'une autre nature, reste difficile à écarter définitivement, mais elle est confrontée à l'absence totale de preuves directes ou indirectes qui permettraient de l'étayer. Les experts en renseignement et en sécurité nationale ont été consultés, mais aucune puissance étrangère, connue ou organisation clandestine ne semble avoir les capacités ou le mobile pour réaliser de telles actions. L'absence de revendications, de messages, d'objectifs apparents rend l'hypothèse criminelle classique ou l'acte de terrorisme totalement invraisemblable. Reste donc l'hypothèse d'un phénomène d'une nature inconnue, qu'il soit naturel ou artificiel, mais sans pouvoir l'observer à nouveau ou sans trouver l'indice manquant dans les données enregistrées, il est impossible de progresser. L'histoire de la nationale Lynx est devenue une énigme contemporaine, un cas d'école de l'inexplicable persistant. Les familles des victimes, bien qu'épuisées par des années d'attente, continuent de se battre
pour que l'affaire ne tombe pas dans l'oubli. Elles organisent des événements, sollicitent les politiques, essaient de maintenir l'attention sur le sort de leurs proches. Leur courage face à l'incertitude force le respect. Le commandant Valois et l'adjudant-chef Dubois, marqués par cette affaire, continuent de porter ce fardeau professionnel et humain. Ils savent qu'il est peu probable qu'ils voient la résolution de ce mystère de leur vivant, mais ils s'acquittent de leur tâche avec la rigueur et la persévérance que l'affaire exige. La nationale Hanks reste un tronçon de route hanté par l'absence, un lieu où la matière et les êtres humains se sont évaporés, laissant derrière eux un silence assourdissant et des questions sans réponse. L'histoire de la route des disparus n'est pas une légende urbaine. C'est un cas réel, documenté, qui continue de défier toute logique et toute explication rationnelle. La nationale 1-6, ce tronçon silencieux et interdit, est devenue une cicatrice dans le paysage et dans la mémoire collective de la région. Sa fermeture, qui dure maintenant depuis plusieurs années, a modifié les habitudes de circulation et a eu un impact économique certain sur les commerces locaux qui dépendaient du passage. Mais au-delà des conséquences pratiques, c'est surtout le poids du mystère qui pèse. Les 3 disparitions ne sont pas oubliées. Les visages de Bernard Moulin, Sarah Duval et de la famille Lefebvre sont encore affichés dans les mairies et sur les panneaux d'information locaux. Ils rappellent à tous que quelque chose d'anormal, d'effrayant, s'est produit et pourrait potentiellement se reproduire. Les générations futures apprendront l'histoire de cette route maudite, un récit qui se transmettra de bouche à oreille, alimenté par l'absence de fin et l'incapacité à comprendre. La surveillance scientifique continue, silencieuse et patiente. La station de mesure enregistre les battements de cœur électromagnétiques et sismiques de la Terre, cherchant la moindre anomalie. Les caméras filment les saisons qui passent. L'analyse des données accumulées est un travail de longue haleine, comparant les relevés sur des périodes de temps étendues, cherchant des motifs qui pourraient se répéter, même sur des cycles très longs. Des corrélations avec des événements astrophysiques lointains sont même explorées, dans une tentative désespérée d'étendre le champ des possibles explications. Mais pour l'instant, le grand livre des données enregistrées sur la RNXX reste un recueil d'informations apparemment aléatoires, sans signature claire d'un phénomène identifiable. L'adjudant-chef Dubois, approaching retirement, often thinks about this case. It's the one that defines his career, not by its resolution, but by its stubborn resistance to explanation. He sometimes visits the edge of the closed road, looks down the empty asphalt stretch, and feels the weight of the unanswered questions. The family's pain, the scientific mystery, the public fear. It all converges on this seemingly ordinary piece of road. The question posed in the title, accident or dissimulation, remains unanswered, perhaps forever. If it was a natural accident, it's one unlike any recorded. If it was a dissimulation, it's one executed with impossible perfection. The most likely scenario, given the lack of evidence for either, is that the event, whatever its nature, erased itself and its consequences entirely from our conventional reality. The Nationale Feindseee stands as a stark reminder that the world still holds profound mysteries, capable of rendering our most advanced investigative techniques and scientific understanding utterly useless. The road remains closed, a silent monument to the unexplained disappearances, a stretch of asphalt where reality itself seems fragile.